Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui sur les terrasses du Salon Hoche à Paris pour recevoir nos deux invités pour parler d'un livre « Je n'ai pas oublié » aux éditions du Rocher. La Shoah par balle désigne le massacre par les nazis à partir de 1939 dans les villages d'Europe de l'Est de 2 millions de juifs fusillés et jetés dans les fosses communes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pierre Roland Saint-Dizier, vous êtes journaliste et scénariste de cette bande dessinée. Bonjour Christophe Girard, vous êtes dessinateur. Pour commencer, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre ? Pierre. Alors généralement, le déclic, le point de départ d'une bande dessinée, en tout cas pour moi, ça peut être une lecture, ça peut être une photo, un voyage ou une rencontre. Pour cet album, c'est un échange téléphonique en automne 2021 avec Igal Fijalkov, qui est professeur de sociologie à l'Institut universitaire Champollion d'Albi, qui va être le point de départ. Il me parle d'un voyage qu'il organise chaque année avec une vingtaine d'étudiants dans les pays de l'Europe de l'Est sur les traces des témoins de la Shoah par balle. C'est ça le point de départ. Et cette question qu'il me pose, est-ce que ça t'intéresse d'écrire une bande dessinée sur ce sujet ? Aujourd'hui, on se rend compte que le roman graphique, la bande dessinée, nous permet véritablement de faire le travail qui est nécessaire pour raconter, en tout cas, toute cette transmission qui est celle de la Shoah, parce qu'elle est accessible à de jeunes générations et en tous les cas, elle donne plus le sentiment et l'envie peut-être à un adolescent d'ouvrir le livre et de se dire tiens, il y a quelque chose de moderne là-dedans, j'ai envie de m'y plonger et peut-être de comprendre. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu tous les deux et l'un et l'autre ? Pas les adolescents et aussi les adultes, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette histoire. Donc on s'adresse à tous les publics. Bien sûr, un public au-dessus de 12 ans, parce que le sujet est assez sensible et grave, et même peut être encore traumatisant. Donc on s'adresse à des personnes qui ont une certaine maturité, mais on s'adresse à tout le monde et on n'a pas de catégorie d'âge spécialement. Même si on a fait quelques interviews déjà, où beaucoup de professeurs d'histoire, et ça fait maintenant déjà 3 dédicaces que je fais en salon, où les professeurs d'histoire prennent ce livre avec un énorme intérêt. Qu'est-ce qu'apporte le dessin dans cette histoire en plus ? Le dessin, il apporte tout ce que les mots pourraient rajouter en plus. Le dessin, il apporte le décor, il apporte les costumes, il apporte les ambiances, il apporte les vrais visages, qui pourraient être des photos dans un livre, bien sûr. Mais c'est tellement de choses. J'aime à dire qu'une case de bande dessinée, c'est 3 pages d'un roman, par exemple. Donc tout ce que j'apporte et auquel l'œil ne fait pas attention, il est là il est documenté. Et je travaille énormément avec beaucoup de rigueur, beaucoup de documents d'époque, pour que tout soit le plus juste possible. Donc vous avez beaucoup d'informations en une seule case et vous êtes dedans, vous êtes en immersion. Justement, en tant que dessinateur, est-ce que vous avez eu, vous, des choix difficiles à faire ? On sait que ces histoires de Shoah, on est souvent confronté quand on cherche dans des archives à des images plus que violentes. Est-ce que vous avez eu des choix quant à, de temps en temps, pour raconter une séquence, il valait peut-être mieux suggérer ou interpeller ou choquer ? C'était une discussion entre Pierre Roland, moi et les historiens qui nous ont chapeautés, où il fallait que ce soit violent pour ne pas édulcorer le sujet. Il fallait que ce ne soit pas trop violent, parce que sinon ce n'était que de l'exhibition. Donc il fallait tout le temps modérer et partager dans les pages ces espaces entre l'horreur et un peu plus calme et la suggestion. De toute façon, la suggestion, les gens imaginent souvent plus que j'aurais pu dessiner. Donc c'est parfait. Et après, pour rebondir encore sur votre question, comme j'ai travaillé d'après des documents, il y avait aussi des discussions sur les documents sur lesquels je travaillais. À savoir, par exemple, on a eu une discussion sur une photo particulière que je trouvais très forte, mais qui en fait faisait partie de la propagande nazie. Donc moi, je la prenais dans mon propos, mais en fait, c'était très mal vu. Donc les historiens m'ont mis la petite sonnette d'alarme en disant non, mais ça, tu dessines pas parce que c'est pas l'histoire, c'est une construction de l'histoire.
Pierre C'est Rolland. vrai qu'on accompagne en fait le dessinateur déjà par l'écriture du scénario. C'est-à-dire que moi j'ai un travail un petit peu inverse par rapport à lui, c'est-à-dire que j'ai des images en tête, je les transcris en texte et lui récupère ce texte et le retranscrit en images. Avec la difficulté qu'on reconstituait des décors, des ambiances, avec des lieux qui souvent avaient beaucoup évolué, avaient été transformés, certains lieux avaient été détruits, certains monuments. On a très peu de photos d'archives. Il y a la question aussi, qui a pris ces photos? Effectivement, les photos qui existent, notamment de ces fusillades, ce sont les bourreaux qui les ont prises. Donc il faut garder une certaine distance sur l'image, sur cette archive, savoir l'interpréter, d'où l'intérêt d'avoir travaillé avec des historiens spécialistes du sujet qui nous ont accompagnés autant au niveau du scénario que du dessin. Et on ne voulait pas de voyeurisme. Donc il ne faut pas oublier que ce sont des enfants. Bon, des enfants qui ont 90 ans minimum maintenant, mais des enfants qui nous racontent ça. Donc on s'est mis dans la peau de l'enfant. Celui qui lit le livre sera dans la peau de l'enfant et verra la chose. Mais on n'est pas avec le fusil au-dessus de la fosse. C'est surtout pas ça qu'on voulait. Et peut-être la force de cet album, ou son côté inédit, c'est qu'on s'est mis du côté du témoin. C'est-à-dire du voisin, du proche, celui qui a vu, celui qui a entendu, parfois celui qui a agi, comme certains, je pense à Joseph. Et contrairement à un certain nombre de bandes dessinées, de romans graphiques, qui, ces derniers mois, ces dernières années, se positionnent par exemple du côté de la victime, d'une personne qui a été déportée. On regarde par exemple La Zone d'intérêt, le film, lui, il s'est positionné du côté du bourreau. Nous, notre objectif, c'était de se positionner du côté du témoin et permettre finalement au lecteur de devenir lui-même témoin et d'entrer dans cette bande dessinée et de devenir témoin, tout à fait. À qui, en créant cette œuvre, vous le destiniez ou à qui vous aimeriez qu'il soit destiné, ce livre? La bande dessinée, vous l'avez dit, s'adresse à un large public. C'est une entrée en matière, on n'a pas tout raconté, on n'est pas exhaustif. On raconte une histoire, on est avant tout des raconteurs d'histoire. On n'est pas historien, c'est pour ça qu'on a travaillé, parce que l'objectif, c'était d'être au plus juste, au plus vrai, avec cette question qu'on s'est posée tout au long de cette histoire et de cette écriture qui a duré presque 3 ans. Est-ce qu'on est légitime pour raconter la Shoah par balle? Pour le coup, je pense que notre position aussi, nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas historiens. Donc on a un regard un petit peu différent qui apporte aussi peut-être une approche qu'on ne trouve pas d'habitude. C'est un album qui s'adresse, je pense, autant d'abord à des jeunes, parce qu'effectivement, Christophe l'a dit, cette bande dessinée est entrée dans des écoles, dans des CDI, va être utilisée, si ce n'est pas déjà le cas, par des professeurs d'histoire, comme support pédagogique avec l'image, où on raconte une histoire. Mais elle s'adresse aussi au commun des mortels. Ouais, moi j'aimerais des humains ouverts, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que nous traitons souvent, vous vous le doutez, dans une émission religieuse sur le judaïsme, de ces histoires, de ces témoignages. Nous avons encore la chance d'avoir quelques rescapés de camps qui écrivent des livres et que nous recevons. Ce qui m'a interpellé quand j'ai reçu votre œuvre, c'est 2 choses. D'abord parce que je pense qu'il est très intéressant et très important de s'adresser à des gens qui n'ont rien à voir avec la communauté juive, comme la plupart de nos téléspectateurs. Et la deuxième de ces choses, c'est de se dire, on va prendre par la main quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, et on va lui expliquer, en étant témoin de ça, en étant comme quelqu'un qui est derrière le trou d'une serrure et qui regarde quelque chose qu'il n'aurait pas le droit de regarder, ou à qui on l'aurait mal raconté. Pourquoi ? Cette bande dessinée, elle a été pensée avec une double temporalité. L'idée, c'était pas de proposer un grand flashback. Voilà ce que les témoins nous ont raconté, ce qui s'est passé il y a 80 ans. On fait écho finalement à un cheminement à la fois personnel, puisque je suis parti à 2 reprises en Pologne avec ces étudiants, avec ces professeurs, à la rencontre de ces témoins de la Shoah par balle, qui effectivement sont les derniers témoins de ces fusillades de masse pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et en même temps, j'ai voulu rapporter ce que les étudiants ont ressenti. Il y a une place à l'émotion. C'est pas seulement, on n'a pas pensé cette bande dessinée comme une leçon d'histoire ou comme une leçon de morale. D'ailleurs, on a un certain nombre de questions qu'on pose, qu'on sait poser, ne donne pas forcément de réponse. L'idée, c'est effectivement d'accompagner le lecteur à travers un voyage dans le temps, dans l'espace, et une réflexion personnelle sur cette page d'histoire, cette page de notre histoire. Votre histoire, votre livre, commence sous le regard d'une petite fille en 1942 dans un village de Pologne qui assiste à l'assassinat par balle de tous les juifs du village. Cette petite fille, vous la rencontrez, racontez-nous comment. Elle vous raconte, 80 ans après, cette scène qu'elle a vécue et qui est, je dirais, l'incident déclencheur du début de ce livre. Le titre du livre, Je n'ai pas oublié, à l'origine, s'appelait Souvenirs d'enfant. J'avais défendu d'ailleurs ce titre auprès des éditeurs en leur disant Souvenirs d'enfant, c'est souvent un rappel nostalgique, un côté Madeleine de Proust. Et d'ailleurs la couverture le montre bien, ce regard de ce bourreau, de ce tireur qui s'apprête effectivement à exécuter des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, et puis ce regard de cet enfant qui est représentatif finalement de tous les témoins qu'on a rencontrés et qui se rappellent 80 ans en arrière ce qu'ils ont vécu. Comment j'ai travaillé bien avant de rencontrer ces personnes? Il faut bien intégrer le fait qu'on prépare ce voyage, on prépare cette rencontre, on prépare cette écoute d'un récit qui se déroule souvent sur le lieu d'exécution. La force de ce voyage de travail, de recherche, de ce séminaire de terrain, comme les professeurs le disent d'ailleurs, le qualifient, c'est d'écouter ces témoins sur place, sur site. On part avec eux là où se trouvent les fosses communes, là où se trouvent encore les corps de toutes ces victimes. Cette préparation se fait sous forme de lecture, de recherche, d'échanges avec les professeurs, de rencontres avec des membres de l'association Yara Dinounoum, dont on parlera. Et effectivement, ça nous permet de mieux comprendre ensuite, d'être préparés à écouter ces personnes fragiles qui, parfois, ne racontent ce qu'elles ont vécu que pour la première fois, ou la deuxième ou la troisième fois. Et peut-être que ce sera la dernière fois qu'elles le raconteront. Parfois, excuse-moi, mais parfois ils ont même du mal à raconter parce qu'il y a la pression des autres villageois qui disent « tu racontes pas ça ». Parce qu'il faut aussi protéger les autres villageois. Enfin, les acteurs sont morts maintenant, mais il y a les enfants et tout ça. Et non, mais tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? C'est important d'aller au-delà. C'est une peur? C'est une pudeur, je dirais plutôt. Probablement. Quelque chose qu'ils ont enfoui en eux, probablement refoulé. C'est pour ça que dans l'interview, dans l'échange, puisque c'est vraiment, ça fonctionne un peu comme une interview, on pose des questions très factuelles. C'est les faits, rien que les faits, quitte à d'ailleurs répéter la question ou la poser de manière différente. Et c'est assez étonnant que 80 ans plus tard, ils se souviennent d'anecdotes, de détails. C'est pour ça que je trouve très intéressant qu'on ait sous-titré cet album « Histoire au pluriel de la Shoah par balle ». C'est-à-dire qu'ils nous racontent à la première personne une histoire, leur histoire, à la lumière de la grande histoire qui est aussi notre histoire. Et c'est pour ça que ça nous parle particulièrement, que ça nous touche à travers leurs anecdotes, leurs souvenirs, et qui permettent aussi d'imaginer comment ça a pu se passer. Et ils font avec une belle émotion parce que moi, bon, j'ai surtout regardé les vidéos, des interviews et tout ça, et je pleurais derrière mon ordinateur. Donc à travers la langue, à travers, enfin c'était bien sûr traduit, mais l'émotion était extrêmement forte et ma mission à moi c'était de remettre ça en image et c'était une sacrée mission quoi. Voilà. En recevant une émotion très forte comme ça et en découvrant tout un univers, puisque vous n'avez ni de parents ni de grands-parents qui ont vécu ce genre d'histoire, et en étant devant une telle violence, comment vous décidez de dessiner cette scène? Est-ce que vous essayez de l'adoucir? Est-ce que vous le faites sur le vif et sur l'instinct comme ça? Est-ce que tout d'un coup vous essayez entre guillemets de prendre de la distance?
Je dirais oui à toutes vos questions, mais en fait, je vais dire non. J'essaye de donner cette violence sans la mettre sur le papier. C'est vraiment de mettre le lecteur dans cette violence, dans cette horreur. Il faut qu'il la sente. Il ne faut pas qu'il la voie. Il y a une scène de viol où on voit juste une femme, on voit son visage, elle grimace, et il y a juste une main qui est posée sur sa joue, mais qui l'écrase à terre. J'ai pas besoin de montrer qu'elle est violée, j'ai pas besoin de montrer qu'il y a des crânes qui explosent sous l'impact des balles. C'est pas le but. Mais tout est là. Et c'est mon boulot de faire en sorte de créer un imaginaire, de manier l'imaginaire de mon lecteur, de notre lecteur, pour qu'il vienne là où on veut qu'il aille. Mais il n'y a pas besoin d'exhiber les choses. Mais c'est tout aussi violent dans l'inconscient de la personne. Bien sûr, parce que vous posez cette question surprenante dans votre livre. Quelle valeur donner au témoignage d'un enfant 80 ans après les faits? J'ai que 55 ans, mes souvenirs de 7-8 ans sont quand même épars. Bon, je pense qu'une expérience comme ça, on ne l'oublie pas. Mais c'est vrai, 80 ans après. Mais on est sur un souvenir traumatique d'abord. Oui. Ensuite, quand je parlais de la préparation à ce voyage, et Yara Dinounum le fait systématiquement, on recoupe avec des sources, avec des archives, avec des documents, avec des témoignages de l'époque, qui permettent effectivement de vérifier si le propos, le témoignage correspond bien. Parce qu'effectivement, au bout de 80 ans, il peut y avoir des confusions, par exemple de dates, il peut y avoir des erreurs minimes néanmoins. Moi, je suis surpris de certains témoins qui se souvenaient, par exemple, de la longueur d'une fosse, qui se souvenaient d'un détail que celui qui organisait, qui supervisait la fusillade avait des gants blancs, de certains personnages, de certains regards. Quand on parlait du dessin, effectivement, moi je trouve que ce qui est très important et ce qui donne aussi de l'émotion dans une bande dessinée, c'est le regard. Et quand on regarde certaines planches de ces BD, quand on regarde les regards, les gros plans de certains témoins et de ce flashback quand ils sont enfants, je trouve qu'on dit énormément de choses. Et là, pour le coup, le scénariste doit prendre un peu de recul en laissant l'image parler. C'est très cinématographique de toute façon, parce qu'on sait très bien que tout est dans le regard et que souvent les grands cinéastes, d'ailleurs, filment celui qui écoute. Justement pour nous montrer son regard à l'écoute et faire qu'on puisse s'identifier à lui, mais et aussi, surtout, parce qu'on ressent bien dans votre œuvre que quel regard porter aujourd'hui à tout ça. Et les précisions de toutes ces informations et de vous être fait accompagner par des historiens nous amène aussi à quelque chose de très très important, à une époque où tout le monde doute de tout, où tout le monde est prêt à faire un buzz de tout pour dire ces témoignages seraient peut-être faux ou seraient peut-être arrangés pour le bien d'une BD. Là, on voit que non, notamment après le travail extraordinaire de l'association du Père des Bois. Tout à fait. Sans qui rien n'aurait pu être possible. Et sans cette association, des milliers de sites d'exécution qui aujourd'hui sont envahis par la nature, ce sont des champs, c'est une forêt, c'est un bois, c'est au bord d'une route, auraient complètement disparu de notre histoire commune. C'est pour ça que moi je salue vraiment le travail qu'ils mènent, non seulement dans les pays de l'Est, mais aujourd'hui ils sont passés au Rwanda, ils sont passés en Ukraine aujourd'hui. Donc ils ont permis. C'est pour ça que l'histoire continue de s'écrire et l'importance de la recherche permet justement de mettre des noms, de mettre des mots sur ces moments d'histoire qui sont tombés complètement dans l'anonymat. J'ai été frappé par une phrase du Père des Bois, justement, qui disait que les nazis avaient fait une très grosse erreur, ils avaient créé les camps d'extermination. Parce qu'il y a des traces, il y a des murs, il y a des fours, on voit des choses, on a des preuves. Tandis que les fosses, elles ont disparu. Et il n'y a pas de traces, et il faut les chercher et il faut fouiller. Ouais. Il y a un autre élément qui est très récurrent dans votre livre, c'est l'âge des témoins. Aujourd'hui, quel est l'enjeu selon vous? Est-ce que ça a été une urgence de se dire que dans quelques années, il n'y aurait peut-être plus aucun de ces témoins et qu'il fallait malgré tout, pour les générations à venir, parce que c'est là où le travail se situe, c'est que les générations qui viennent puissent prendre conscience de ce pan de l'histoire?
comment allons-nous être porteurs de cette mémoire, de cet héritage, de cette transmission et de ce qui a été dit. C'est vrai qu'Yara Dinounum y a travaillé depuis 20 ans en filmant tous les témoins. Nous, on les a rencontrés et comme Elie Wiesel, que je cite d'ailleurs dans l'album, dit, à partir du moment où on entend, on écoute un témoin, on le devient nous-mêmes. Donc ça nous responsabilise. Je pense aussi à ce témoin qui avait noté, on était dans une forêt, près d'un site d'exécution, près d'une fosse commune, où elle nous raconte ce qu'elle a vu, c'est-à-dire 5 juifs qui avaient été traqués dans la forêt et qui avaient été réunis devant cette fosse. Elle nous raconte que parmi ces 5 personnes, il y avait 2 frères qui s'étaient embrassés, qui s'étaient salués avant d'être fusillés. Et elle avait noté pour nous, sur un bout de papier, le nom de ces 2 personnes. Comme si elle nous donnait une sorte de testament et qui, effectivement, nous engageait. Moi, ça m'a beaucoup touché, notamment aussi quand Joseph, 96 ans, nous raconte cet épisode où il est réquisitionné pour assister à une fusillade des derniers juifs du ghetto de son village, Miekov, qu'il est chargé ensuite de récupérer tous les objets précieux qui se trouvent de valeur, qui se trouvent dans les habits, de déshabiller les corps, de les emmener au cimetière. C'est sûr que la force du témoignage, ça n'a rien à voir avec les livres d'histoire, avec les films qu'on peut voir, etc. Donc nous avons eu la chance de pouvoir encore les rencontrer. Moi, j'étais à 1000 lieues d'imaginer que la Shoah était encore pleinement vivante dans le récit, dans ce qu'on a entendu de ces témoins. Et on a essayé de le retranscrire de la manière la plus incarnée, de la manière la plus sensible, qui permet aussi de mieux comprendre ce qu'ils ont pu vivre, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, nous n'avons pas vécu ce moment-là. Oui, mais maintenant nous sommes les témoins de ces témoins, et donc nous sommes la preuve contre les négationnistes, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'on devient en fait le témoin d'un témoin, et c'est ça qui est très 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 important, et c'est surtout ça qui est dans chaque phrase de tous les déportés qu'on peut interroger, interviewer, et c'est leur seule envie d'aller chercher au fond d'eux des choses douloureuses. D'ailleurs, quel sentiment vous avez eu? Ça a été pour vous la sensation, quand vous les avez écoutés ou interviewés, d'une libération, d'une responsabilité, ou si vous n'étiez pas allé les chercher, ils ne l'auraient jamais raconté, selon vous? Je pense que c'est sûr qu'ils ne l'auraient pas raconté. Je sais que le travail de Yara Dinounum a été au début difficile. Le père Patrick Desbois me disait qu'ils ont mis 3 ans pour avoir vraiment les premiers témoins. Alors c'est vrai qu'il y a eu un gros travail d'investigation parce qu'effectivement il faut les trouver, ces personnes-là. Je pense qu'il y avait une certaine sérénité d'ailleurs quand on écoutait leurs propos, un certain calme. Peut-être aussi cette sensation de transmettre comme un soulagement, finalement de se dire j'ai gardé ça si longtemps en moi, je n'ai peut-être pas osé le dire. Rappelons-nous quand même que certains enfants, leurs parents avaient peut-être participé à ces fusillades. Ont été réquisitionnés. Réquisitionnés ou participé pour creuser les fosses, les combler. On sait que certains Polonais qui ont participé donc à ces fusillades ont récupéré les vêtements, il y a eu un partage, etc., ou ont spolié les maisons. Donc c'est vrai que c'est un sujet sensible. On sait que la Pologne, l'antisémitisme, encore aujourd'hui, est un sujet pesant. On a eu l'occasion de rencontrer des spécialistes du sujet en Pologne qui disaient que l'examen de conscience de la Pologne n'était pas terminé. Donc c'est vrai que... Je n'aurais même pas commencé. En partie quand même, mais c'est vrai que... Il y a une loi qui punit de 3 ans de prison tout Polonais, toute personne qui évoquerait le fait qu'un Polonais était collaborateur. Cette loi elle date de pas longtemps. Oui, là-dessus, nous avons encore du travail, on va dire. Il y a un témoignage qui est bouleversant. C'est celui de Joseph. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? C'est un des premiers, oui, parce qu'effectivement, Christophe ne nous a pas accompagnés, donc j'ai été un peu ses yeux, et ce voyage, je l'ai vécu à la fois comme journaliste, enquêteur,
à la fois comme scénariste, puisque l'objectif c'était à écrire un scénario fluide avec ce cheminement dont j'ai parlé, mais aussi comme être humain, sensible, avec mes questions, mes doutes, mon étonnement, voilà. Quant à Joseph, effectivement, il a passé peut-être 1h30, 2 heures à raconter ce qu'il avait vu. Il avait 16 ans à l'époque. C'était le plus âgé des témoins qu'on a rencontrés. Il était apprenti ébéniste. Et puis un jour, effectivement, en sortant pour aller manger à midi, 2 Allemands le réquisitionnent pour aller sur une place du village, où une centaine de Juifs avaient été réunis. C'était les derniers du ghetto. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait arriver. C'était l'hiver, il y avait la neige. Et il assiste à cette fusillade, impuissant, démuni. Il ne se sent pas bien d'ailleurs, il a envie de vomir, il nous raconte ça. Et puis, il regarde donc cette fusillade. Et puis, il est obligé de déshabiller tous les cadavres, de retirer les objets de valeur, de prendre les corps pour les mettre sur un chariot et de les conduire au cimetière, où nous sommes allés après, d'ailleurs. Quand il le raconte, il prend des temps de respiration. Il y a un silence, on était une vingtaine dans la salle, il y a un silence de marbre. Et en même temps, moi je sais que quand il parlait, on voyait son regard. On voyait parfois ses yeux perdus, qui regardait ailleurs. On le voyait qu'il réfléchissait, qu'il pesait sans doute ses mots. C'était un témoignage fort et je me souviens aussi qu'il disait à la fin, voilà, je vais bientôt avoir 100 ans, j'espère que je pourrai encore témoigner, le dire à d'autres personnes. Quelques, d'ailleurs, après la guerre, certaines familles de Juifs sont venues le rencontrer. Là, déjà, il a été témoin, puisque certains lui ont dit « Savez-vous où ont été enterrés mes proches ?» Le père Desbois nous signalait que beaucoup ne sont jamais revenus. Ces fosses communes sont vite tombées dans l'oubli. Très vite, on a oublié. Alors, il y aurait sans doute un débat à mener là-dessus. Pourquoi finalement on essaye d'oublier cette horreur de la guerre, ces fusillades, etc. En tout cas, voilà, Joseph nous avait introduit la Shoah par balle à travers son récit, et j'insiste, à la première personne. Je n'ai pas oublié. Vous évoquez dans votre livre la visite du camp d'Auschwitz-Birkenau avec des élèves de toutes les nationalités du monde entier. Par rapport à un autre lieu de mémoire, vous avez ressenti quoi? Alors effectivement, pendant le voyage, on a visité à la fois des centres de mise à mort. On a vu notamment Sobibor, qui pour moi personnellement m'a peut-être plus touché qu'Auschwitz. Auschwitz, on a visité en mars 2022. On y a passé 8 heures. 8 heures. Souvent, la plupart des groupes de visiteurs, de touristes, parce que c'est triste de dire que c'est inscrit souvent dans un parcours touristique. Nous, on était dans un démarche de séminaire de terrain, de recherche, d'études, donc on y a passé 8 heures. On a commencé par Auschwitz, l'ancienne caserne, et puis ensuite on a découvert Birkenau. 2 endroits totalement différents. J'ai eu des scrupules à un moment de me dire, est-ce que je prends des photos par exemple? Est-ce que je prends des images de ce que je vois? J'ai été aussi surpris de voir l'étendue du site. Parce qu'effectivement, les images qu'on a, on les a par des films, par des reconstitutions, par des photos. Mais quand on est sur place, quand on sait ce qui s'y est passé, quand on écoute parler les lieux, quand on voit cette plaque en marbre où il est écrit que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes, d'enfants, que ce lieu soit toujours, à jamais, pour l'humanité, un cri de désespoir et un avertissement. Quand on voit les ruines des chambres à gaz et des fours crématoires, quand on voit ces petits récits, je ne l'ai pas raconté dans l'album, mais moi ça m'avait frappé, cette histoire de cet homme ou de cette femme qui, en fouillant les valises des déportés, trouve un appareil photo avec une pellicule, arrive à la subtiliser et arrive à faire 3 photos qui en plus vont pouvoir sortir du camp pour alerter le monde. Je pense, quand on part à Varsovie,
à ces 3 bidons de lait, dont 2 ont été retrouvés, dans lesquels se trouvaient ces testaments de ces derniers juifs dans le ghetto de Varsovie, notamment Emmanuel Regenblum, et ceux qui écrivent et qui disent « tout ce qu'on n'a pas pu crier au monde, on l'a enfoui dans le sol ». Parce qu'effectivement, on était en train d'être effacé, notre mémoire était en train d'être effacée, la culture, les monuments, tout allait être détruit, anéanti. Et ce témoignage, ces lieux qui effectivement restent, parce que là, pour le coup, il y a des traces. On a visité également aussi le centre de mise à mort de Majdanek. Il y a des traces, il y a les chambres à gaz, il y a le four crématoire, il y a ces fosses. Ce qui n'est pas le cas pour les sites d'exécution, les fosses communes, comme je le disais, où la nature a repris ses droits. Il y a et quelques plaques de temps en temps quand même. Quelques plaques, mais peu finalement, comparé au nombre, aux milliers de sites d'exécution. Donc c'est vrai que on est pris par l'émotion en visitant ces sites, même s'il y a forcément un encadrement, il y a ces oreillettes pour la visite, il y a des panneaux d'explication, etc. Moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi ces photos qu'il y a à Auschwitz, ces anonymes de l'histoire. On parle d'ailleurs, à un moment, on cite Walter Benjamin, le philosophe allemand, qui dit « le plus dur, quand on raconte l'histoire, c'est de parler de ces anonymes, ceux qui ont totalement disparu, dont il reste parfois absolument rien, si ce n'est un nom, si ce n'est une photo. » Et quelque part, cet album, c'était aussi de faire parler ces anonymes, de faire parler ces témoins aussi, que personne ne connaît. Et c'est l'occasion, je crois, de rendre leur dignité à ces anonymes qui sont représentatifs de cette page d'histoire, de cette page de notre histoire. Vous enchaînez les visites, notamment sur le camp de Belzec. Et forcément, vous devez vous poser la question, si j'avais été vivant à cette époque, qu'est-ce que j'aurais fait? C'est la question que tout le monde se pose, notamment les lecteurs, puisqu'on la pose dans l'album, et quand on en discute avec des gens qui l'ont lu, ils disent « qu'est-ce que j'aurais fait, moi ?» Je me suis posé la question. Et forcément, quand on écoute ces témoins, quand on est sur place, on se dit dans quel camp on aurait été. Est-ce qu'on aurait été lâche? Est-ce qu'on n'aurait rien dit? Est-ce qu'on aurait participé? Est-ce qu'on se serait engagé? Est-ce qu'on aurait résisté? Est-ce qu'on aurait fait d'ailleurs ces différentes étapes, puisque finalement, on ne peut pas réduire l'homme à tout blanc, tout noir. Et voilà, il y a des zones grises. Et on évoque d'ailleurs l'expérience de Stanley Milgram, que je connaissais déjà, mais qui m'avait interpellé, parce que forcément, on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Je n'ai pas véritablement donné de réponse là-dessus. On est face à un dilemme, on ne pourra jamais répondre réellement, on n'est pas confronté à cette situation. Non, mais je pense que c'est bien de poser une question, quitte à la laisser en suspens. En sachant qu'en même temps, on peut se poser déjà cette question à moindre échelle face aux discriminations d'aujourd'hui. Si on a ancré notre album à la fois avec cette temporalité, ce flashback, il y a 80 ans, mais qu'on l'a ancré dans le réel, dans l'aujourd'hui, dans un cheminement d'étudiants, ces nouvelles générations, ces porteurs de mémoire, c'est parce que derrière le mot juif, qui n'est finalement qu'une figure universelle, si Auschwitz est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas anodin. C'est parce que c'est notre mémoire collective. Et donc derrière le mot juif, on peut mettre aussi d'autres mots. On peut mettre les Yézidis, les Ouïghours et tout ça. Par exemple, il y a bien d'autres discriminations, mais même l'antisémitisme aujourd'hui, qui nous parle, on connaît la situation, y compris en France. Je discutais avec une ancienne camarade de classe juive qui me dit, moi aujourd'hui, en France, je ne retiendrai pas mes enfants s'ils veulent partir en Israël. S'ils veulent partir en Israël. Elle n'a pas dit ça, elle a dit je les pousse. Ouais. Donc, je veux dire, les discriminations d'aujourd'hui, la question qu'est-ce que je ferais, moi, quand je vois dans le métro quelqu'un qui se fait injurier, par exemple, je fais quoi? La question se pose très concrètement. Et le fait qu'on ait traité cet album à travers les yeux d'un témoin, d'un voisin, d'un proche, mais nous sommes des voisins, nous sommes des proches. Très souvent, enfin, personne ne dira le contraire, on a tous été confrontés à des formes de discrimination. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tu? On a fermé les yeux? On a regardé ailleurs? On a eu des reproches? On a eu des scrupules? Des regrets peut-être? Des remords?
C'est pour ça que cette bande dessinée, elle est d'actualité. Et je pense qu'elle doit parler à tout le monde. Elle doit nous interroger. Et après, l'objectif, c'est aussi, bien sûr, l'intention première de cette bande dessinée, c'était d'abord de comprendre la Shoah par balle, d'éclairer cette page d'histoire, de questionner le présent, d'éclairer notre avenir, de combattre le négationnisme, le relativisme, les discriminations, enfin, interpeller. Et effectivement, sans faire de l'utopie et sans galvauder ces termes, peut-être regarder le monde autrement, peut-être rendre le monde meilleur. Et là, pour le coup, on est tous responsables et on peut en être tous acteurs. Pendant votre voyage, vous constatez à de multiples reprises que c'est fausse. Où ont été fusillés les Juifs sont désignés par les témoins, mais ne sont pas identifiables. On en parlait tout à l'heure. Aucune plaque, aucun mémorial. Rien qui n'indique ce drame absolu. Est-ce que les gens se demandent pourquoi autour de vous? Pourquoi il n'y a pas de traces? Pourquoi il n'y a pas de traces? Pourquoi il n'y a pas de plaque? Pourquoi on désigne rien? Pourquoi on ne pointe rien du doigt? On a plusieurs explications, beaucoup d'explications. La première, toute simple, c'est que les gens du coin ont voulu oublier. Voilà, c'est la plus simple. Surtout si les gens du coin ont volé les vêtements, les maisons et tout ça, il vaut mieux pas remuer la merde, si je peux me permettre de le dire comme ça. Par culpabilité? Par remords? Je dirais, c'est même pas oui, c'est plus de la culpabilité que du remords, mais disons que parlons pas des choses qui fâchent, quoi. Voilà, je dirais de manière plus graveleuse, tout simplement. Okay. Voilà, ça, à mon avis, c'est la première raison. Puis ça, c'est le premier étage. Après, il y a le deuxième étage, ce sont les États. Qui, on a parlé de la Pologne. Le poids du communisme. Oui, il y avait ça aussi. Et puis, ces fausses peuvent servir à accuser l'autre. Donc, il vaut mieux pas trop faire de recherche et être dans la bonne histoire. Mais en fait, je dirais presque que ça arrange tout le monde que personne n'en parle. Concernant ces fausses, moi, ce qui m'avait particulièrement touché, c'était quand il disait qu'ils sont encore là. Les corps sont là. Et là, l'émotion forcément parle. D'ailleurs, souvent, après avoir écouté les témoignages, ceux qui nous accompagnaient proposaient une minute de silence. Et aussi un temps d'échange pour recueillir le ressenti, les émotions. Parfois, certains étudiants ont pleuré, d'autres se sont dit, étaient en colère en disant mais comment ça a été possible, et je me sens impuissant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la violence, la haine, les discriminations. Ils pensent aussi à ce qu'ils vivent là, sur leur territoire, en France. D'ailleurs, je trouve pertinent, et c'était nécessaire qu'on parle à un moment dans la bande dessinée d'un lieu qui est à 10 km de chez moi, qui est lié quelque part à cette Shoah par balle, puisque je découvre il y a quelques années que près de Gaillac, donc près d'Albi dans le Tarn, dans le sud-ouest, il y a un camp d'internement, oublié d'ailleurs de la plupart des gens, où sont passés des Juifs, notamment une femme, Elena Brutowska, d'origine polonaise, qui habitait en Pologne donc, qui est arrivée en France probablement pour fuir le nazisme, qui est rattrapée par les rafles d'août 1942. On découvre son nom parce que des étudiants vont aux archives départementales et découvrent la liste de tous les Juifs qui sont passés par ce camp d'internement avant de partir vers Drancy et vers Auschwitz. Et là, il y a le travail d'investigation, de recherche. Je me concentre sur cette jeune femme, cette anonyme de l'histoire, et qui va être présente dans mon esprit pendant plusieurs semaines. On va lui mettre un visage, on va découvrir en faisant des recherches, y compris en Pologne, avec des associations d'histoire également sur Gaillac, pour savoir qui étaient ses parents, où est-ce qu'elle était née, quel était son métier, qu'est-ce qui lui était arrivé. Et effectivement, jusqu'au convoi qui l'amène jusqu'à Auschwitz. Donc cette histoire, elle est ancrée aussi dans notre territoire, en France. Et ça, je crois que c'était vraiment important aussi de lier cette histoire à la nôtre. Dans votre livre, vous posez la question de l'enseignement de la Shoah dans les écoles françaises. Moi, c'est une question que je me pose tous les jours.
C'est quoi votre constat? C'est un débat. Disons que les professeurs d'histoire ont beaucoup de travail, que vu la masse de choses qu'ils doivent enseigner, vu aussi la disparition d'une certaine culture générale, il devient de plus en plus... Il faut toujours revenir de plus en plus vers les bases, donc il reste de moins en moins de temps pour aller plus profondément. Donc ça se survole. On va pas, on en parle. Il y a un professeur dans cette bande dessinée qui est en fait la synthèse de plusieurs professeurs et que Pierre Que j'ai Rolland interviewé, ouais. Voilà, Parce que je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais comment aujourd'hui on enseigne l'histoire à l'école, au collège et au lycée? Parce que je ne pouvais pas me baser que sur ce que moi j'avais appris. Et donc j'ai discuté avec des amis professeurs d'histoire. Il y en a un qui m'a dit effectivement, et on est là bien avant le 7 octobre, qui me dit, voilà, il faut recommencer par le début. Qu'est-ce qu'un juif? Parce qu'effectivement, Qu'est-ce qu'un il y a arabe? des amalgames, il y a des représentations, il y a effectivement des images erronées, et c'est cet amalgame qui dit que juif égale Israël égale contre les Arabes, etc. Enfin, bon. Donc il y avait cette nécessité de reposer ses bases, d'expliquer l'histoire pour qu'ils la comprennent, qu'ils l'intègrent et qu'ils puissent ensuite ouvrir au débat. Moi, je crois que la problématique de l'enseignement de l'histoire, en regardant d'ailleurs les manuels d'histoire où est enseigné et évoqué la Shoah par balle, c'est bien présenté. C'est bien, je trouve, alors c'est peut-être pas assez exhaustif, peut-être pas assez complet, mais je trouve qu'en tout cas, c'est une première entrée en matière. Moi, j'étais agréablement surpris de certains manuels, comment ils le traitent. Donc ça, c'est positif. Il y a le concours national autour de la résistance, de la déportation, qui draine des milliers de jeunes chaque année sur des projets concrets qui peuvent utiliser aussi l'art plastique, le théâtre, le dessin, les podcasts, etc. Je crois qu'il y a des professeurs, avec aussi toutes les commémorations. On est quand même dans une période où on va fêter, enfin on va célébrer les 80 ans, la libération, les commémorations, on a parlé avec de Manoukian récemment, et puis ne parlons pas de 2025, la libération d'Auschwitz. Enfin, on va baigner dans ce contexte-là, qui n'est pas un contexte morose, même si effectivement la situation mondiale est peut-être pleine d'incertitudes. Mais je crois justement que c'est nécessaire de replonger dans cette histoire pour mieux comprendre l'avenir. Et moi, je suis très optimiste malgré tout. Effectivement, les jeunes ne lisent plus, on dit ça, etc. Mais en même temps, je vois mon collègue photographe à qui j'ai dédicacé la bande dessinée et qui a suivi un peu mon travail, il l'a laissé au salon, chez lui. Et ses deux enfants, ses deux fils, qui sont des adolescents, l'ont lu. Il leur a pas dit « tu vas le lire », ils l'ont lu. Et ils ont été intéressés, ils ont posé des questions à leur père. Preuve que voilà, ça ne laisse pas indifférent, y compris cette jeunesse d'aujourd'hui. Alors on peut leur dire tous les mots qu'on veut. Moi, je crois qu'on y a mis toute notre énergie dans cette bande dessinée, tout notre enthousiasme, notre volonté aussi de transmettre quelque chose. Très modestement, il faut rester aussi très, très humble par rapport à ce travail. Mais si on s'aime un petit peu, et là, il en va aussi de la responsabilité des adultes, parce que ce sont des adultes qui vont acheter cette BD. Donc moi, je souhaite que cette BD, elle circule, elle pose des questions et peut-être qu'elle invite aussi à s'engager pleinement, personnellement. Je n'ai pas oublié Histoire de la Shoah par balle. Merci messieurs. Merci. Merci pour toutes ces lumières, merci pour ce travail, merci d'être allé vers un peuple, une identité qui n'est pas la vôtre et de faire un travail de recherche, de transmission, d'honnêteté et de témoignage. Merci. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt.